Bonsoir à tous. À la une de ce journal, à peine installé, le nouveau directeur général des élections effectue une série de limogeages dans les structures clés de l'organisme en charge de la supervision des élections au Cameroun. Ce signe de rupture avec son prédécesseur n'a pas pour autant estompé la polémique autour de sa nomination et son mandat de 5 ans à la tête de l'ECAM. La société civile dénonce une violation flagrante de la loi portant code électoral. Explication à suivre à l'ouverture de ce journal. Malgré une situation économique et financière difficile, les entreprises camerounaises risquent de subir une plus grande pression fiscale en 2019 et pour cause, le gouvernement reconnaît l'urgence de mobiliser davantage de ressources financières pour affronter la crise économique et les crises sécuritaires qui se multiplient à travers le pays. Blanchi et innocenté devant le tribunal arbitral du sport, le colonel Kalkaba Malboum peut se relancer dans la course à la présidence de l'association des comités olympiques et sportifs sur le continent africain. Il revient de loin. Le parcours et ce feuilleton judiciaire vécu depuis sa disqualification, on en parle dans la page sport du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. À peine nommé directeur général des élections et installé à ses fonctions, le nouveau directeur de l'ECAM, Eric Essousser, a procédé à une série de limogeages des différents responsables administratifs et financiers, la cellule informatique, mais aussi les différentes cellules en charge des inscriptions sur les listes électorales au sein de l'ECAM. Ce signe de rupture avec son prédécesseur n'a pas pour autant estompé la polémique autour de sa nomination et son mandat de 5 ans à la tête de l'ECAM. La société civile estime qu'il y a des entorses à la loi portant code électoral. Le président de la République aurait dû, selon certains experts des questions électorales, nommer ces personnalités pour le reste du mandat qui avait déjà été entamé par Abdoulaye Babalé. Des précisions avec Emmanuel Diop et Ike Cyril. Un nombre impressionnant de véhicules devant le siège d'Elections Cameroun. Les caméras n'y ont pas accès, mais une source indique qu'à l'intérieur se déroule la passation de services entre les responsables entrants et sortants récemment nommés à la direction générale. 24 heures en effet après le limogeage du directeur des élections, d'autres têtes ont commencé à tomber à Elections Cameroun. M. Babalé avait son clan. Et si on lui reproche quand même des malversations financières, des indications financières, pour ne pas le dire, il ne le fait pas seul. Il a un clan avec lequel il opère. Il est évident que lorsque Essousser arrive et qu'il est important pour lui de mettre d'abord de l'ordre sur la question financière, la gestion financière, il doit le faire avec de nouveaux hommes. Mais là, ça pose un problème de droit. Comme je l'ai dit sur le plan juridique, l'administration devrait pouvoir être, la continuité de l'administration devrait pouvoir être une réalité. Mais malheureusement, on voit que les administrations, le limogeage du directeur entraîne l'arrêt du fonctionnement de l'administration parce qu'on doit mettre ses propres hommes pour pouvoir faire des choses. Sont pour l'instant concernés par ces mouvements la division administrative et financière, la division de la communication et des relations publiques, la division de l'informatique, du fichier électoral et des statistiques, la division des opérations électorales et référendaires. Si le réseau de l'ex-directeur général est ainsi démantelé, il n'est pas exclu, pensent les experts, qu'une suite judiciaire soit réservée à Abdoulaye Babalé au regard des griefs portés contre lui par le Conseil électoral. Si on était dans un pays sérieux, il est évident qu'il va falloir faire un audit de la gestion de M. Babalé, et cet audit-là devrait nécessairement entraîner pas seulement conduire non seulement aux conséquences administratives comme on a commencé à les voir, mais aux conséquences judiciaires, notamment le départ de M. Babalé vers la nouvelle université de Kodengui. Elections Cameroun traverse une énième zone de turbulence. Les décrets du président de la République portant nomination d'un nouveau directeur général et d'un nouveau directeur général adjoint n'arrangent pas la situation selon des experts.
d'autant qu'ils violent eux-mêmes les textes en vigueur. M. Biya vient de faire les décrets 340 et 341 qui nomment le directeur et son adjoint et précise que ces personnes sont nommées pour une période de 5 ans. Bien entendu, il s'agit là de pourvoir au remplacement des personnes dont la vacance a été constatée du fait d'une part de faute lourde et d'autre part de nomination à un autre poste pour l'autre. Alors, de ce point de vue, la loi est claire. On ne pourvoit au remplacement que pour la durée du mandat restant. Et la durée pour M. Babal est de 3 ans et non de 5 ans. Donc, de ce point de vue, lorsqu'on peut se donner autant de liberté, y compris la plus haute autorité de l'État, sur la loi, alors on a des soucis à se faire sur le regard ou alors l'attitude que ces mêmes personnes auront sur le respect strict de la loi électorale elle-même. Après les sénatoriales du 25 avril dernier, Elekam est attendu sur pas moins de 4 autres fronts cette année. Au regard de la situation que traverse l'institution, pas sûr que le pari soit tenu. 3 semaines après des casses et déguerpissements forcés des petits commerçants, ils sont de retour sous les emprises de la route située au marché New Daido dans le 1er arrondissement de Douala. Ces commerçants qui justifient cette violation des injonctions de l'autorité administrative, évoquant le problème de recasement au sein du marché New Daido, un problème qui préoccupe les autorités locales, mais aussi les responsables de cet espace marchand. Reportage Mitterrand Dame et Xavier Foucault. Il y a 3 semaines, les autorités administratives se sont engagées dans une lutte contre le désordre urbain au marché New Daido dans le 1er arrondissement de Douala. Tous les commerces installés en bordure de route ont été détruits et le sous-préfet s'était montré menaçant pour dissuader les déguerpis. Nous sommes arrivés ce matin parce que monsieur le préfet nous a instruit de revenir pour remettre de l'ordre dans cet espace marchand. Et des moyens ont été mis et nous sommes heureux d'avoir fait ce travail, d'avoir libéré l'entrée du marché. Aujourd'hui, des vendeurs de légumes frais et autres produits vivriers ont réinstallé des comptoirs de fortune en pleine chaussée. Malgré la violation de ces injonctions des autorités, ces commerçants tentent de se justifier. Parce qu'on n'a pas où aller. On nous demande d'aller dans le marché, il n'y a pas de place dans le marché. Parfois, même quand tu parviens à trouver un comptoir, c'est un comptoir qui a fait 2 ans, 3 ans sans payer les quittances. On te demande de payer ces quittances-là avant de rester sur le comptoir. Et je n'ai pas le moyen pour faire tout ça, mon père. On devait nous détruire comme ça là et nous caser à quelque part. Ici, tout le monde est sur le qui-vive, redoutant la police. On fuit non, mon père, on va faire comment? On a peur de nous parce qu'ils vont arracher nos marchandises, lancer dans le camion, partir avec. Oui, on va fuir, non, on fait comment? Pour contrecarrer cette ligne de défense des commerçants, une commission a été chargée du dossier avec une feuille de route bien définie. Recenser les places à l'intérieur du marché New Daido qui peuvent, n'est-ce pas, résorber l'afflux des commerçants que vous avez constaté dehors. Ensuite, discipliner à l'intérieur, c'est-à-dire l'occupation rationnelle de l'espace et puis la salubrité pour qu'il y ait la fluidité et pour accueillir tout le monde dans le marché. Cependant, des petits commerçants contestent le site de recasement vers lequel ils sont orientés. Alors non, il y a un gars de vieux frais là-bas. Il y a le vieux frais. On va où? C'est qui? Le camion à 2h du matin, tu vas voir le camion où? C'est enclavé. Tu vas rentres à 2h du matin, tu vas vendre les légumes où? Tu vas vendre le plantain où? Tu vas vendre le plantain où? Il y a l'inondation. Ça, inondation, c'est que moi-même, je suis déjà là-bas. Les commerçants doivent encore patienter jusqu'au 4 juin 2018, date à laquelle cette commission est censée achever sa mission et rendre compte à qui de droit. Au lendemain de la pluie qui a causé des inondations dans la cité capitale, les habitants redoutent des intempéries. À la poste centrale, les populations dénoncent la qualité des travaux de canalisation du Fundi, dont la montée des eaux rend le centre-ville impraticable du côté de Yaoundé. Emmanuel Diop et Aïk Cyril. La vie a repris son cours normal dans la cité capitale. Au lieu dit poste central, les populations vaquent à leurs occupations habituelles. Mais elles n'ont pas oublié la pluie de la veille qui a inondé le centre-ville de Yaoundé. Vraiment, ça ne vaut même pas la peine de rester, c'est la poste centrale. Ça fait depuis des années, un petit plus seulement, l'eau commence à descendre, ça envahit, ça emporte même souvent les gens. Parce que la lutte de l'eau est forte.
On souffre trop aussi avec l'inondation. Un petit plus seulement, parce que tout le bal est bouché. Même hier, il n'y avait pas moyen avec l'eau pour traverser. La cause des inondations en plein cœur de la cité capitale, c'est la montée des eaux de la rivière Fundi lorsque la pluie tombe. Il y a quelques semaines pourtant, et comme il est d'ailleurs de coutume à l'approche de la saison pluvieuse, des travaux étaient menés ici, question d'élargir le lit d'une Fundi. Mais rien n'y a fait. La qualité des travaux est désormais remise en question. Nous devons revoir la manière dont les travaux sont faits ici au niveau de cette ville, surtout concernant le fleuve Fundi. Et également voir est-ce que les moyens sont vraiment mis en place pour éviter des prochaines inondations. Donc c'est cela, voir le travail qui est fait et les moyens, comment est-ce que ces travaux sont faits. La poste centrale à Yaoundé, c'est le cœur de la ville. Plusieurs administrations ont leur siège ici, notamment la Cameroun Telecommunications, la Trésorerie générale, la cathédrale Notre-Dame des Victoires, l'immeuble de l'émergence, anciennement appelé immeuble de la mort, qui abrite plusieurs départements ministériels, la poste elle-même, la SNI, la Société de recouvrement des créances du Cameroun qui jouxte la rivière Fundi, pour ne citer que ces quelques administrations. Mais c'est paradoxalement ici, au cœur de la ville, que les populations vivent la pire des misères lorsque la pluie s'annonce. Vraiment, c'est très désolant. C'est plus comme macabre d'être dans un pays comme celui-ci où on est dans le plus grand carrefour carrément, la capacité capitale, et on se trouve avec des phénomènes tels que des inondations. On était censé prendre des mesures pour qu'à la longue, avec les plans de tarification, les tracements de la ville, pour ne pas en arriver là. Quand vous arrivez par exemple dans un bus comme celui-là qui est celui du Fundi et qu'on nous dise que les eaux qui inondent la poste sortent carrément de ce bus, ça veut dire qu'on n'a pas fait la buse suffisamment profonde. Et là, ça pose un problème. Les autorités semblent dépassées par la montée des eaux du Fundi à la moindre goutte de pluie. Les travaux de canalisation menés jusqu'ici n'ont produit aucun effet. Résultat des courses, les populations vivent un cauchemar lorsqu'il pleut dans la cité capitale. Je vous le disais en titre, le gouvernement reconnaît que la pression fiscale exercée ces dernières années est liée à l'urgence de mobiliser des ressources financières pour combler les tensions de trésorerie et affronter les crises économiques et sécuritaires qui secouent le Cameroun. Le ministre des Finances a néanmoins fait des promesses au secteur privé sur la nécessité de mettre en œuvre de nouvelles plateformes de dialogue et de concertation en vue d'améliorer la politique fiscale afin qu'elle favorise le développement des petites et moyennes entreprises au Cameroun. Reportage Auréal Toumi. Le climat des affaires au Cameroun fait peur à de nombreux investisseurs. Les lourdeurs et lenteurs administratives, la non-déclaration des employés à la CNPS, une fiscalité inadaptée et une parafiscalité excessive, plus orientée vers la collecte budgétaire que le développement de l'entreprise, la concurrence déloyale de nombreux produits importés, la fraude, la contrebande et entre autres, les difficultés d'accès au financement, notamment des PME. C'est sans doute ce qui fait dire à lui, Paul Motazé, qu'un vent de crise économique traverse le Cameroun. L'une des solutions à la crise, c'est d'assurer un recouvrement plus conséquent des recettes non déclarées. Pour le ministre des Finances, l'assainissement du climat des affaires passe par des préalables. Donc nous avons besoin de mobiliser des ressources publiques importantes. Ça c'est un premier postulat, à mon avis, qui ne devrait pas faire l'objet de contestation ni de débat. Il y a un deuxième postulat, et je suis parfaitement d'accord avec vous, c'est qu'il ne faut jamais tuer la poule aux œufs d'or. C'est-à-dire, il ne sert à rien de taxer et surtaxer pour que celui qui va vous permettre d'engranger ses ressources finisse par disparaître. Lorsqu'il disparaît, le problème est réglé, puisqu'il n'existe plus. Il est mort, les impôts sont morts.
Devant les opérateurs économiques à Douala, Lupoll Motazi a décidé de rectifier le tir des vieilles pratiques gouvernementales. Il ne me semble pas possible que lorsque vous avez raison, lorsque vous réussissez à démontrer au gouvernement qu'en allant dans tel sens, nous allons non seulement aider les entreprises, nous allons non seulement combattre la fraude, si nous avons cela en même temps qu'in fine, le trésor public se rend compte qu'il sera gagnant parce que les entreprises seront plus saines, plus fortes et donc vont payer plus d'emplois. Je ne vois pas pourquoi nous ne suivrons pas vos avis. Pour lui, plus question de poursuivre avec l'idée d'un gouvernement qui sait tout mieux que quiconque. Si vous voulez, nous pourrons même mettre une périodicité convenue d'accord parti pour ces réunions. Et je me propose, si vous en avez convenance, effectivement, que les comptes rendus ou alors le résumé des comptes rendus soit tout le temps adressé au Premier ministre et soit compris comme point à l'ordre du jour de chaque session du Cameroun Business Forum. Au terme de sa visite au groupement interpatronal du Cameroun et dans quelques entreprises de la ville de Douala, Lupoll Motazi a exhorté les opérateurs économiques et les hommes d'affaires à se soumettre aux obligations juridiques, fiscales et sociales. Malgré la crise humanitaire vécue dans plusieurs localités en proie à des violences meurtrières à l'extrême nord, mais aussi dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest et à l'est du pays, le gouvernement se montre optimiste sur les mesures mises en œuvre pour garantir la sécurité alimentaire au Cameroun. On fait le point avec Guy Zogo dans ce reportage. Aucune région du Cameroun ne se trouve présentement en situation de famine. Le ministre de l'Agriculture s'est voulu affirmatif lors de la présentation de la situation de la sécurité alimentaire au Cameroun qui a eu lieu à Yaoundé. Tout au plus, il a concédé quelques difficultés. Le Cameroun fait face à une combinaison de facteurs d'insécurité alimentaire. Ces facteurs sont principalement les effets néfastes des changements climatiques, l'insécurité transfrontalière, l'augmentation du nombre de réfugiés et de déplacés internes qui sont victimes des exactions de Boko Haram et de la guerre en Centrafrique, République centrafricaine, l'instabilité des revenus et la précarité des moyens d'existence des populations. Il y a également cette évasion de denrées alimentaires vers les pays voisins et cette action des spéculateurs de tous bords. Mais selon lui, le gouvernement travaille de concert avec les partenaires internationaux à les résorber. Face à cette situation qui touche à la vie des populations au quotidien, le gouvernement, à travers le ministère de l'Agriculture et du Développement rural en particulier, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, a entrepris de suivre régulièrement l'état de la sécurité alimentaire pour permettre que puissent être prises des décisions appropriées et mener des actions pertinentes. Mais dans le détail, la présentation de l'enquête de terrain révèle que des 4 régions analysées pour la période courante, soit mars, avril et mai, à savoir l'extrême nord, le nord, l'Adamawa et l'est, la situation reste préoccupante dans certains départements de l'extrême nord, en l'occurrence le Logon et Chari, le Mayo Danaï et le Mayo Sava. Si la période examinée porte sur un total de 9 millions de personnes, les évaluateurs estiment pour la période à venir, qui va courir de juin-juillet jusqu'en août, que le gouvernement doit prendre des mesures. Il s'agit concrètement de venir en aide à 1 416 000 personnes en difficulté. Toutefois, la situation dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest n'a guère été évoquée malgré les sérieuses perturbations qui y ont cours actuellement. Un choix du gouvernement qui semble partagé par les organisations internationales, PAM et FAO, qui ont participé à l'élaboration de ces rapports sur la situation de la sécurité alimentaire au Cameroun. Comment se déroule le baccalauréat dans la ville de Tian, chef-lieu du département de la Menois? Là-bas, les forces de l'ordre ont quadrillé les centres d'examen pour assurer
la sécurité des candidats en raison de la proximité de cette ville avec les localités des régions du sud-ouest et du nord-ouest, là où le pic des tensions a été enregistré ces dernières semaines. Leclerc Sakem et Kediara. Les examens officiels dans la ville de Thion se déroulent sous haute disposition sécuritaire due à la situation qui prévaut dans les régions voisines, mais également à la présence dans la ville des élèves en provenance du Lébialem. Au lycée bilingue de Thion, par exemple, les premières journées jouissent dans l'ensemble d'un rapport favorable. Pour le moment, je peux vous rassurer que tout se passe très bien. Il n'y a pas d'anécroche, il n'y a pas de perturbation. Quelques candidats ont été un peu frileux, je crois que c'est le stress de l'examen, mais ils ont très vite été calmés et ramenés à de meilleurs sentiments. Mais si, petit incident, je peux dire, qui nous apparaît un tout petit peu laborieux, c'est l'orientation des candidats. Nous abritons 3 examens. Il y a déjà le baccalauréat, l'enseignement secondaire général, il y a le GCI, et il y a des candidats qui nous viennent du Lébialem, qui ont pu être casés à ce niveau-ci. Ça fait donc un petit dérangement en termes d'identification, d'orientation, mais tout a été très bien maîtrisé. Les élèves du département du Lébialem, 171 au total, sont bien présents en salle. Et si le lycée était supposé en accueillir 250, le proviseur est resté sans nouvelles des 79 autres. Mais pour les présents, ils sont arrivés accompagnés de leurs encadreurs et surveillants. Ces candidats sont déplacés avec leurs surveillants et leurs chefs de sous-centre qui sont les proviseurs. Une arrivée qui va provoquer un déploiement sécuritaire de grande importance. Et tout le campus est quadrillé par les forces de l'ordre. Et au niveau interne, nous avons mis sur pied un comité de vigilance. Ce comité de vigilance fonctionne 24 heures sur 24. Au lycée classique de Thion, même son de cloche. Les premiers élèves légèrement stressés au début vont très vite être mis en confiance par les conseils de leurs surveillants. Nous avons 11 absents sur 842 candidats. Tout se passe bien, il n'y a pas de problème. Tous les candidats étaient là à temps. À 7h30, ils étaient déjà en salle. Les épreuves ont débuté à temps. Ici aussi, des dispositions sécuritaires seront prises pour permettre aux futurs étudiants de travailler en toute quiétude. Compte tenu de la situation actuelle, toutes les dispositions sécuritaires ont été prises par nous-mêmes et par les autorités. Au terme de cette semaine et de la longue attente des résultats, les lycéens d'hier deviendront à coup sûr les étudiants de demain, à condition toutefois de donner le meilleur d'eux pour braver les épreuves dès à présent. Dans l'arrondissement de Baré-Bakem, d'autres élèves n'ont pas les mêmes opportunités que leurs camarades que vous venez de voir dans la ville de Thion, et pour cause, ils sont confrontés à un manque criard d'espace et de conditions optimales pour améliorer leur apprentissage. Des enseignants également se plaignent de l'insuffisance de matériel didactique dans ce village de Munko, situé dans l'arrondissement de Baré-Bakem, département du Mungo. Là-bas, le mauvais état des routes plombe le développement de ce village. C'est le constat que font Cyril Djemba et Gladys Sidier dans ce reportage. À 8 km du centre urbain de Baré-Bakem dans le Mungo, le village Munkwa est une localité enclavée où vivent près de 1000 âmes. Munkwa, comme d'autres coins reculés du pays, connaît un important déficit d'infrastructures socio-économiques et culturelles. Sa population, essentiellement rurale, fait face à d'énormes difficultés. Nous avons toujours surtout problème d'eau potable, problème de route, problème de lumière. Vraiment, nous vivons très mal sur le village. Très mal. Bon. S'il pleut, bon, les motos ne prennent parfois les 2000 francs. Bon, vraiment, c'est pas facile pour nous sur le village. On a les rivières pour nous ravitailler avec l'eau au village. Et vous consommez ça? Oui, nous consommons. Nous consommons. C'est bon, nous consommons. On tire donc on chauffe ça un peu au feu, après on laisse à l'abri. Et puis après on consomme. Voici à quoi ressemble l'école du village Munkwa. En dépit de la présence d'un bâtiment moderne, l'essentiel des salles de classe est en matériaux provisoires. Les enseignants manquent de matériel didactique pour travailler dans un minimum de confort.
Tout comme les élèves n'ont pas d'espace de jeu et loisirs. L'école de Mounko a tellement souffert. Les enfants divaguaient. On nous injuriait partout. On nous injuriait. Il fallait aller remplir les toilettes des gens au quartier et tout ça. C'est dans cette logique qu'une âme de bonne volonté offre des équipements sportifs. Un don que les bénéficiaires promettent d'en faire bon usage. Puis-vous assurer, Monsieur Piso Jean-Noël, que les heureux bénéficiaires de ce jour sauront faire bon usage de ce don précieux. Et nous vous porterons dans nos prières afin que Dieu continue à remplir vos poches, vous procurer santé et longévité. Au-delà des infrastructures éducatives et routières, le village de Mounko manque aussi un centre de santé. Ses habitants sont obligés de parcourir des kilomètres pour bénéficier des soins. Ils espèrent un jour voir une route bitumée desservir leur village. Après ce reportage de Cyril Diemba et Julienne Berthe-Bissaye sur les conditions de vie à Mounko dans l'arrondissement de Baré-Bakem, je vous invite à présent à découvrir une autre réalité dans le département du Mungo, cette fois-ci à Melan, où plusieurs établissements scolaires publics se sont retrouvés sinistrés après une tornade qui est intervenue en fin de semaine dernière. Les autorités locales ont entrepris de pouvoir réhabiliter ces salles de classe à Melan et les populations ont pu apprécier cette initiative. Un grave accident de la circulation est survenu à Tchang, non loin de la gare routière. Un bus gros porteur roulant à vive allure a mal négocié un virage, le système de freinage étant défaillant. Ce bus gros porteur a foncé tout droit vers une boutique et le bilan est assez lourd. 5 personnes ont été tuées lors de cet accident. Le récit est fait avec Leclerc Sakem et Flavien Valondongo. C'est dans un marché de la ville de Tchang que ce gros porteur a achevé sa course. Parti du nord-ouest pour le sud-ouest, en passant par le département de la Ménois. 5 personnes sur les 70 que transportait le véhicule ont trouvé la mort. 4 passagers sur le coup et 1 sur le chemin de l'hôpital après le drame. La victime qui fait le point révèle que le véhicule qui roulait à vive allure a perdu son système de freinage et s'est retrouvé à cet endroit. Dans cette course folle, le gros porteur de Mogam au voyage a terrassé les poteaux électriques avant de se retrouver dans une boutique du marché Baleving à Tchang. Les éléments de la brigade de gendarmerie de Nkoni sont descendus sur les lieux pour sauver quelques blessés, tandis que d'autres étaient conduits dans des formations sanitaires de la ville. Si le mauvais état des routes et celui des véhicules sont souvent décriés comme étant des causes des multiples cas d'accidents enregistrés, il est à noter que le comportement de certains chauffeurs est aussi pour beaucoup. Désormais blanchi et regaillardi, innocenté, le colonel Kalkaba Malboum peut se relancer dans la course à la présidence des associations des comités olympiques et sportifs sur le continent africain. Le tribunal arbitral du sport a tranché en faveur du président du comité olympique et sportif du Cameroun. Il revient d'un long feuilleton judiciaire disqualifié depuis près d'1 an et parfois menacé au Cameroun. Le récit de ce feuilleton judiciaire avec Sylvestre Hippolyte Zangao. Après 1 an de relations tendues avec l'ACNOA, Ahmad Kalkaba Malboum, le président du comité national olympique et sportif du Cameroun, qui n'a jamais baissé les bras face à ce qu'il a toujours qualifié de disqualification illégale de sa candidature, vient d'être blanchi par le tribunal arbitral du sport. Tout a commencé en mai 2017, lorsqu'en marge de l'Assemblée générale élective de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, Ahmad Kalkaba Malboum, candidat à la présidence de cette association, est disqualifié pour des raisons éthiques. Lansana Palenfo, le président sortant et candidat à sa propre succession, l'accuse d'avoir reçu du gouvernement camerounais un appui financier pour sa campagne, ce qui est contraire aux règles électorales de l'ACNOA. Dans la foulée, certaines sources font croire que cette disqualification d'Ahmad Kalkaba Malboum entraîne aussi sa suspension dans ses fonctions de président du comité national olympique et sportif du Cameroun. Il décide alors de contre-attaquer en allant au tribunal arbitral du sport à Lausanne en Suisse, alors que sa plainte est examinée par les juges du TAS en novembre 2017. Contre toute attente, une partie des délégués de l'Assemblée générale de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique
conteste la victoire de l'Ivoirien, Lansana Palinfo. Il commence alors à se dessiner un air de la réhabilitation de la candidature d'Ahmad Kakaba Malboum. Mais sur place au Cameroun, l'aide qu'il attend ne vient toujours pas. Même le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Pierre Ismaël Bidongpat, se désolidarise presque de lui, en hésitant de lui donner le feu vert pour l'organisation des Dixiades. Le 25 mai dernier, le TAS qui n'a rendu sa décision publique que le 29 mai a donné raison à Ahmad Kakaba Malboum, qui peut à nouveau se porter candidat à la présidence de l'ACNOA. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée sur Equinox Télévision.